Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Cette semaine, je vais d'abord vous parler du Premier ministre japonais et des maux de tête terribles qu'il doit se taper en ce moment. Je vous expliquerai comment les liens de son parti avec l'Église de l'Unification, mais aussi les funérailles nationales prévues pour Shinzo Abe, font fondre sa cote de popularité plus vite qu'un Gali-Gali-kun en plein soleil. Ensuite, je vous parlerai d'un fait divers qui a choqué le pays et qui démontre hélas encore une fois à quel point certaines choses ont du mal à changer ici, alors qu'il suffirait juste d'un peu de bon sens et de règlements adaptés pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. On terminera avec la déclaration d'un ministre japonais qui veut se débarrasser des disquettes dans l'administration. Oui, oui, des disquettes, parce qu'apparemment elles sont encore pas mal utilisées. J'en profiterai pour vous parler d'autres objets qui ont disparu de la circulation dans d'autres pays, mais qui font de la résistance au Japon, et notamment des différents sceaux utilisés aujourd'hui encore par l'immense majorité des personnes vivant au Japon. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate lors d'élections et de la cote de popularité du Premier ministre qui atteignait à ce moment-là des sommets. Et bien ça, c'est de l'histoire ancienne. Et depuis plusieurs semaines, Fumio Kishida et son gouvernement n'en finissent plus de dégringoler dans les sondages, en passant de 34% de personnes mécontentes il y a un mois à plus de 41% en début de semaine, le score le plus bas depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a même un autre sondage effectué par une chaîne de télé qui donnerait carrément 48,3% de mécontents, soit légèrement plus que le pourcentage de personnes satisfaites qui serait lui de 48,1%. Cette chute impressionnante est en fait la conséquence de deux affaires connectées qui découlent directement de l'assassinat de Shinzo Abe en juillet dernier. Tout d'abord, le scandale qui fait les gros titres régulièrement, ce sont les liens entre l'Église de l'Unification, la secte Moon, et le parti au pouvoir. Après la mort de Shinzo Abe, on a appris que quelques politiciens avaient effectivement des rapports avec cette organisation, mais on est maintenant à 179 membres du Parti libéral-démocrate qui seraient connectés d'une façon ou d'une autre avec l'Église. Donc ça représente quand même 50% des représentants du parti qui siègent dans une des deux chambres de la diète du pays. Résultat de ces révélations, même si Kishida s'est excusé pour les liens entre le LPD et l'Église et qu'il s'est engagé à ce que la fin des contacts avec elle devienne une règle du parti, eh bien 72% des personnes interrogées ne pensent pas que le parti sera capable de couper toute relation avec elle. Tu m'étonnes. Voilà, les Japonais ont quand même tendance à gober pas mal de trucs sans broncher en général, mais là vraiment personne n'y croit une seule seconde. Alors bien sûr, ces relations, c'est un secret de polichinelle, ces liens ne sont pas du tout nouveaux, mais depuis la mort de Shinzo Abe, les révélations se succèdent chaque jour. Kishida a bien essayé de remanier son gouvernement pendant l'été pour faire oublier tout ça, mais il a lamentablement échoué, puisque même pas 2 jours après la partie de chaise musicale qui a eu lieu au gouvernement, on apprenait déjà qu'une bonne partie des nouveaux ministres étaient aussi connectés à l'église d'une façon ou d'une autre. Ce qui nous amène à la deuxième cause des migraines de Kishida, et c'est l'organisation des funérailles d'État pour Shinzo Abe qui doivent avoir lieu le 27 septembre prochain. Déjà, au moment de l'annonce, on sentait que c'était peut-être un peu enflammé de balancer aussi vite qu'il organisait des funérailles d'État. Et c'était déjà loin de faire l'unanimité. Mais là, alors plus ça va, plus l'opinion publique y est fortement opposée. Pour vous donner une idée de la grogne, il y a déjà 400 000 personnes qui ont signé une pétition en ligne pour s'opposer à la cérémonie. Et il y a même eu des manifestations. Bon, elles étaient petites, ok, mais c'est quand même des manifestations, ce qui est assez rare ici. Et puis surtout, d'après un sondage, 56% des Japonais seraient contre ces funérailles, alors qu'il n'était que 46% à s'y opposer il y a seulement un mois. Alors pourquoi tant de haine? En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que ces funérailles vont coûter une fortune, et comme c'est pris en charge par le gouvernement, ça veut dire que c'est financé par l'argent des contribuables. Donc autant vous dire qu'avec la situation économique actuelle et la hausse des prix, ça passe pas vraiment auprès du public. Pour le moment, le coût total est quand même estimé à 1,6 milliard de yens, soit environ 12 millions d'euros. Donc c'est 6 fois plus que l'estimation de départ, et ça n'a pas encore eu lieu, donc ça peut encore augmenter. Et si c'est aussi cher, c'est tout simplement parce qu'en plus de la cérémonie en elle-même, qui coûterait seulement 2 millions d'euros, il y a aussi 6 millions pour assurer la sécurité des visiteurs étrangers et encore 4 millions pour leurs frais de réception. Alors pourquoi un tel coût? Eh bien parce que le nombre d'invités étrangers est simplement hallucinant. Au total, on parle de 6400 personnes venant de 190 pays à travers le monde
qui vont venir assister à cette cérémonie. Pour la deuxième raison, ça peut en étonner certains d'entre vous, surtout vu de l'étranger, et j'en avais aussi déjà parlé dans la vidéo sur son assassinat, mais Shinzo Abe était beaucoup moins apprécié au Japon qu'à l'étranger. Il était même controversé ici, on lui reprochait notamment son côté nationaliste et les différents scandales politico-financiers qu'il y avait eu pendant son mandat. Je ne vais pas vous faire la liste ici, mais voilà, tout ça pour vous dire que son image n'était pas vraiment celle d'un saint non plus. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment sa mort était un drame qui a choqué le pays, mais ça n'avait pas non plus attristé les Japonais plus que ça, et ils ne comprennent pas trop bien pourquoi il aurait droit à des funérailles d'État, alors qu'il n'était plus en service, ni pourquoi les contribuables japonais devraient payer pour loger et nourrir 6400 visiteurs étrangers. Enfin bon, avec tout ça, vous aurez compris que Kishida risque d'avoir besoin d'un bon paquet de Loxonine et de Hiepita pour tenir jusqu'à la fin du mois. Sans transition cette fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, je vous avais un peu parlé dans un journal de la mort d'un jeune garçon qui avait été oublié et enfermé dans un bus scolaire en plein soleil à Fukuoka en juillet 2021. Eh bien, malheureusement, cette semaine, il s'est passé exactement la même chose, mais cette fois, c'était à Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo. Et si je vous en parle, c'est non seulement parce que la nouvelle a évidemment choqué tout le monde et fait la une de tous les médias, mais c'est aussi pour pointer du doigt un phénomène qui est assez hallucinant au Japon. Non seulement, la plupart du temps, rien de concret n'est fait, même après un tel drame qui était pourtant facilement évitable, mais en plus, on a vraiment l'impression que les responsables ne font preuve d'aucun remords sincère. En tout cas, c'est mon opinion, mais on voit ça dans tous les domaines de la société. On a vraiment le sentiment que beaucoup de personnes responsables, à différents niveaux d'ailleurs, n'en ont rien à foutre des conséquences de leur action. Et d'un côté, on ne peut pas leur jeter la pierre, puisque de toute façon, dans l'immense majorité des cas, ils ne seront pas vraiment punis ou ça sera juste de manière symbolique. Et même parfois, ils s'en sortent juste avec des excuses. Alors pour en revenir au fait divers tragique qui s'est déroulé cette semaine, en fait le 5 septembre au matin, une petite fille de 3 ans a été oubliée et enfermée dans le bus de son école maternelle à l'arrivée à l'école. Et comme il faisait encore très chaud ce jour-là, cette pauvre petite a été retrouvée morte quelques heures plus tard. En fait, c'était le proviseur de l'école, âgé de 73 ans, qui conduisait le bus ce jour-là parce que le chauffeur habituel était absent. Bon, j'ai rien contre les personnes âgées, mais vous serez quand même d'accord que confier des enfants en bas âge à une personne aussi âgée, il y a de quoi tiquer et ça devrait surtout être interdit. En tout cas, perso, je serais déjà pas très tranquille si le chauffeur du bus de l'école maternelle où va mon fils était aussi âgé. Enfin, rassurez-vous, il n'était pas seul à bord, il était accompagné d'un employé en CDD âgé de plus de 70 ans lui aussi. Décidément, il cumule. Et dans le bus, il y avait seulement 6 enfants. C'est quand même pas sorcier de vérifier que 6 gamins sont bien descendus d'un bus. Autant quand c'est des crèches avec 35 ou 50 enfants qui vont dans un parc et qui en oublient un, éventuellement, je peux comprendre pourquoi ça arrive. Mais là, c'est vraiment abusé. Et les manquements aux règles les plus basiques de sécurité et de bon sens ne s'arrêtent pas là. Non, non, non. Puisque chaque enfant dans cette école a en fait une carte qui doit être passée sur un appareil pour pointer, pour être bien sûr qu'il est arrivé à l'école. Mais les profs peuvent aussi valider d'un coup l'arrivée de tous les enfants, et c'est ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Du coup, dans le système informatique de l'école, cette pauvre petite fille était marquée comme descendue du bus, ce qui aurait dû faire tiquer la prof, mais elle n'a même pas vérifié les présences, et du coup, elle ne s'est pas renseignée quand elle a vu qu'elle n'était pas dans la classe. Enfin voilà, voyez le tableau, et ce drame aurait pu être évité 50 fois. Mais malheureusement, encore une fois, l'incompétence et le manque de sérieux de plusieurs personnes ont coûté la vie à cette pauvre petite fille. Comme d'habitude au Japon, quand il y a ce genre d'incident, il y a eu une conférence de presse pendant laquelle le chef de l'école, donc le responsable de cette mort, a présenté ses excuses à la famille, mais comme toujours, c'était très officiel, très froid, et on avait vraiment l'impression qu'il ne réalisait pas les conséquences de ses actes. Écoutez plutôt ce qu'il a dit. Il a déclaré, je cite, « Je comprends que la cause de ce triste accident est que nous n'avons pas appliqué strictement les consignes de sécurité. » Il a aussi dit qu'il démissionnerait lorsqu'il aurait trouvé un remplaçant, mais qu'il ne fermerait pas l'école et qu'il laisserait les autorités décider. Comme s'il y a des gens qui allaient continuer à mettre leurs enfants dans son école. Puis à 73 ans, moi j'appelle pas ça démissionner, j'appelle ça juste prendre sa retraite en fait. Il a aussi reconnu droit dans ses bottes qu'il n'avait pas vérifié les noms sur la liste à la descente du bus, et il a dit qu'il avait regardé un peu derrière son siège, mais qu'il n'avait pas vu la petite fille. Et enfin, le pompon, il a dit qu'il n'avait pas l'habitude de faire ça, et c'est pour ça que cet incident était arrivé, et qu'en plus, ce matin-là, il était pressé parce que monsieur avait un rendez-vous personnel à l'hôpital. Franchement, même si c'est vrai, mais ferme ta gueule. Par respect pour la famille et pour la victime. J'ai aussi été un peu retourné en lisant qu'il y avait eu une réunion d'information organisée par l'école pour expliquer ce qui s'était passé aux autres parents.
et qu'au cours de la réunion, il y a eu, tenez-vous bien, 10 ambulances qui ont dû être appelées pour transporter 16 personnes qui avaient fait des malaises, qui avaient fait de l'hyperventilation ou qui étaient simplement en état de choc en écoutant ce qui s'était passé. Bien sûr, la police a commencé une enquête, mais je ne retiens pas mon souffle pour le verdict. Si c'est comme l'an dernier, ils seront probablement reconnus de négligence ayant entraîné la mort, mais je doute sincèrement qu'ils soient sévèrement punis. J'aimerais aussi vous dire que ce sera le dernier drame de ce genre, mais là aussi, j'y crois pas une seconde, malheureusement. Tant que le gouvernement n'imposera pas des règles plus sérieuses et plus strictes, ça risque de se reproduire. Apparemment, après la mort de l'an dernier, les autorités s'étaient contentées de faire passer un document pour rappeler aux écoles de bien faire attention. Super efficace, bravo, bien joué. C'est pourtant pas les choses à faire qui manquaient, et ils pouvaient prendre exemple sur la Corée du Sud, où il y a déjà eu le même type d'accident, hélas, mais où les choses ont beaucoup changé apparemment. Alors j'ai regardé une vidéo sur un site japonais qui expliquait que maintenant, en Corée du Sud, non seulement il est interdit d'avoir des vitres teintées sur les bus scolaires, d'ailleurs c'était le cas ici, personne ne pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur du bus, et puis aussi au passage, il faudra qu'on m'explique pourquoi ils fermaient le bus à clé. Qui va voler un bus d'école maternelle en pleine journée au Japon? Faudra qu'on m'explique. Bref, pour continuer avec les mesures prises en Corée, en plus maintenant dans les bus scolaires, il y a des boutons au-dessus de chaque place et le prof doit aller jusqu'au fond du bus avant de fermer le bus, et s'il ne fait pas ça, il y a une alarme qui sonne. Donc voilà, comme quoi c'est quand même pas compliqué et il serait grand temps que les règles deviennent plus strictes au Japon et au passage aussi qui fixent des limites d'âge pour au moins certains postes. D'ailleurs, les limites d'âge, ça serait quelque chose à faire pas seulement pour le personnel mais aussi pour le matériel. Mais vous allez voir que dans certains secteurs, il y a encore du boulot avant de se débarrasser d'objets qui devraient être dans des musées depuis bien longtemps. Ah, le Japon, ce pays moderne et à la pointe de la technologie. Sur Instagram, je sais pas vous, mais moi je vois souvent des vidéos en anglais intitulées «Pourquoi vivre au Japon, c'est comme vivre dans le futur». Et à chaque fois, je me demande où ils vivent, parce que perso, j'ai jamais eu l'impression de vivre dans le futur depuis que je suis ici. Je dirais même plutôt que on a plutôt l'impression souvent d'être en retard par rapport à d'autres pays plutôt qu'en avance. Et c'est pas Taro Kono, le ministre de la Transition numérique, qui risque de me contredire puisqu'il a annoncé cette semaine qu'il déclarait la guerre à la disquette. Oui, oui, vous avez bien entendu, la disquette informatique en 2022. En fait, son ministère a fait une étude qui a révélé que 1900 procédures administratives utilisaient encore des supports physiques. Et pas n'importe quel support physique, c'est pas des Blu-ray, mais c'est bel et bien des disquettes, des CD-ROM et même des cassettes. D'un côté, certains fonctionnaires qui défendent ces supports disent que ça ne se casse pratiquement jamais et qu'il n'y a pas de risque de piratage. Alors c'est pas faux, mais il arrive aussi que ça se perde. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 2021 quand le service de la lutte contre le crime organisé de la métropole de Tokyo avait égaré des disquettes avec des informations personnelles et qu'ils avaient dû faire des excuses publiques. Alors bien sûr, au quotidien, on ne demande pas aux Japonais d'envoyer des données par disquette, rassurez-vous, et les procédures qui les utilisent encore sont purement internes à l'administration. Mais faut bien reconnaître que c'est quand même un comble pour un pays qui a une image aussi moderne. En plus, vous savez sûrement qu'il n'y a pas que les disquettes et que le fax est encore utilisé par toutes les administrations et par pas mal de sociétés. On peut d'ailleurs en acheter dans tous les magasins d'électroménager et il y a plein de modèles de téléphones et de photocopieuses qui font aussi fax. Là aussi, rassurez-vous, on n'est pas obligé d'utiliser le fax. Depuis que je suis là, je crois que j'en ai envoyé une fois à une administration il y a quelques années. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, même si on n'est pas obligé, ça existe encore dans pas mal de domaines en 2022 au Japon. Un autre truc maintenant, mais qui date de près de 2000 ans cette fois, et que 100% des résidents au Japon ont et utilisent encore régulièrement aujourd'hui, c'est le hanko, le fameux sceau japonais. Évidemment, j'en ai un aussi, enfin même plutôt j'en ai 3 pour être exact, comme beaucoup de Japonais adultes d'ailleurs, parce que vous ne le savez peut-être pas tous, mais il y a plusieurs sortes de sceaux. Pour vous la faire courte, il y a le hanko tout simple, qu'on appelle aussi le mitomein, qui coûte pas cher et qu'on peut acheter par exemple au magasin à 100 yens avec le nom déjà écrit dessus. Bon, le nom déjà écrit dessus, ça marche bien si on s'appelle Tanaka, mais si on a un nom en kanji un peu difficile ou qu'on est étranger, il faudra le faire sur commande. Alors rassurez-vous, là aussi, c'est assez rapide. Dans certains magasins, on peut en avoir un en moins de 30 minutes. Et ce mitomein, ce hanko classique, on peut l'utiliser au quotidien pour faire un peu tout et n'importe quoi. Que ce soit pour faire des papiers à la mairie ou pour réceptionner un paquet à la maison.
même si maintenant on peut faire une signature, mais bon, le Hanko, ça marche aussi. On peut aussi s'en servir pour des contrats pas trop importants, hein. Par exemple prendre un abonnement téléphonique. Après vous avez le Ginko-in. Alors Ginko ça veut dire la banque en japonais, donc on l'utilise, je vous le donne en mille, à la banque. Que ce soit pour ouvrir un compte ou pour toutes les démarches papier qu'on veut faire après à la banque, eh bien on a besoin de ce Ginko-in. Alors apparemment il y a certaines banques qui acceptent les signatures, mais quand même le Ginko-in c'est quand même la norme un peu partout. Et enfin vous avez le Jitsu-in, alors celui-là c'est pour les vrais, hein, et on le commande dans un magasin spécialisé, il est plus gros, il coûte plus cher que les autres, et en plus on doit l'enregistrer à la mairie, et on reçoit une carte de validité pour prouver que c'est bien notre Jitsu-in et pour éviter les fraudes. Et celui-là on s'en sert que pour les trucs super importants, genre pour des transferts de titres de propriété, pour des questions d'héritage, pour prendre un crédit immobilier ou pour acheter une maison par exemple. Et c'est d'ailleurs quand j'ai acheté la mienne que j'ai fait faire mon Jitsu-in. Voilà pour les 3 types principaux de Hanko. Au final, moi je trouve pas ça spécialement gênant au quotidien. Et je dirais même que c'est plutôt sympa. J'aime bien me servir d'un Hanko. C'est assez classe. Et de toute façon, c'est pas prêt de disparaître. Parce que même s'il y a eu quelques tentatives, notamment de M. Kono, encore lui, l'an dernier, quand il était ministre de la réforme administrative, il y a eu énormément de résistance. Et pour beaucoup de Japonais, ça fait vraiment partie intégrante de la culture japonaise. Et c'est pas demain la veille que les Hanko disparaîtront. Voilà, c'est tout pour ce journal. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de mettre un petit like. Il y a le bouton merci aussi pour me soutenir. Et puis, il y a mon compte Patreon si ça vous intéresse de me soutenir de manière régulière et de me rencontrer quand vous viendrez au Japon. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.